Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais enfin vous faire la comparaison entre le livre Le Comte de Monte Cristo et le film qui est sorti, il me semble, en juillet cette année. Je vais commencer la vidéo par vous parler seulement du livre, donc vous donner mon avis sur les deux tomes et vous raconter comment je l'ai lu, quand je l'ai lu et ce que j'en ai pensé, en gros vous donner mon avis. Je vais aussi brièvement vous parler du château de Monte Cristo que j'ai visité il y a pas très longtemps, en août, juste après avoir fini de lire le livre. Et enfin je vais vous parler du film, donc que j'ai vu très peu de temps après avoir lu le livre, c'est important de le préciser. Alors j'ai tout noté, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et alors pour ceux qui n'ont jamais lu le livre, et qui ne savent pas du tout de quoi ça parle et qui ne veulent pas le savoir, je vais faire un petit résumé ici, mais je ne vais pas vous spoiler. Je vais vraiment vous donner la base et ce que souvent on sait à propos du comte de Monte Cristo sans l'avoir lu. C'est l'histoire d'Edmond Dantès, d'ailleurs comme... ce tableau qui est sur, qui était sur mon édition, j'ai imaginé tout le long Edmond avec cette tête. Voilà. Et cette personne n'est personne pour moi dans le livre. Voilà. C'est l'histoire d'Edmond Dantès, qui est second sur le bateau Le Pharaon, qui appartient à Monsieur Morel. Et on va dire qu'il revient, alors ça c'est vraiment la première page du roman, il revient d'un voyage et c'est-à-dire qu'il a fait un arrêt quelque part et il va être emprisonné. Est-ce que je vous dis où? C'est important pour la suite, mais si vous voulez pas trop en savoir, je vous dis pas où. Mais bref, il va être emprisonné et il va rester de nombreuses années en prison jusqu'à sortir. J'essaie de rester vague pour ceux qui n'y connaissent rien, jusqu'à sortir, et à se venger contre ceux qui ont fait en sorte qu'il soit emprisonné. Je pense que je n'en ai pas trop dit, et je pense que je vais m'arrêter là. Alors en tout, les deux tomes, enfin en tout cas dans mon édition, font 1569 pages. C'est beaucoup. Alors j'avais commencé à lire Le Comte de Monte Cristo plus tôt dans l'année. J'avais lu, je crois que j'avais même pas lu en entier la première page, mais j'avais vu que le début se passait sur un bateau, et comme j'appréhendais un peu... Je viens de me rendre compte qu'il y a une chronologie du roman au tout début. Très bien. À ne surtout pas lire avant de lire le roman. Et oui, j'ai aussi oublié de vous préciser, ça se passe, enfin, en tout cas le roman commence en 1815. Donc Napoléon a été déposé, on va dire, et il est sur l'île d'Elbe. Et donc on va beaucoup parler de politique française dans le roman. Enfin, en tout cas c'est très important pour l'intrigue, tout en étant en fait très secondaire pour le personnage principal. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je vous donnerai mon avis. Mais bref, donc j'ai commencé le roman. J'avais commencé le roman, je l'ai juste lu le tout début, et en fait je me suis dit non mais en fait c'est pas le moment, et je l'ai très vite refermé. Donc cette masse a encore attendu un long moment. Et là, quand le film est sorti, j'avais envie de le voir, mais je me disais que j'aurais jamais le temps en fait de lire les deux romans avant qu'il ne soit plus au cinéma. Donc bon, je m'étais résignée, et j'entendais pas mal de bien de ce film, et donc j'ai eu finalement très envie de le lire, et je me suis lancée dans la lecture. Alors j'ai commencé le premier tome je crois le 26 juillet, je voulais absolument le finir en juillet, je n'ai pas réussi parce que je suis tombée malade, donc je l'ai fini en août, et ensuite j'ai fini le 2, je crois le 5 août. Donc j'ai lu le tome 2 beaucoup plus vite, mais en même temps c'était, enfin je veux dire, vous imaginez bien que là vous avez l'installation du roman, ça commence à devenir un peu plus, voilà, prenant, puisque la vengeance va commencer, et là c'est toute la vengeance, toute sa mise en place. Non, ça a déjà commencé dans le tome 1, mais là vraiment vous avez toute l'exécution et la fin bien sûr qui est incroyable. J'ai réussi à lire ces deux tomes pour aller voir le film, et j'étais super fière de moi, mais comme je suis tombée malade en fait, je pense que ce livre aura toujours une place particulière dans mon cœur, parce que vraiment j'étais très mal, et ma vie tournait autour de ce livre en fait, rien d'autre ne comptait dans ma vie que ce livre, puisque je ne pouvais rien faire d'autre que lire et dormir, et c'était à peu près ce que je faisais, parce que voilà, j'étais pas bien. Mais du coup, c'est aussi un livre... Enfin, ça fait un moment, ça fait même depuis fin 2023, que j'ai beaucoup de mal avec mes lectures. C'est pas que je lis pas, hein, parce que je lis énormément, c'est plutôt qu'il n'y a aucun livre, ou très peu, qui vraiment me font rentrer dans leur intrigue, qui me font aimer leurs personnages, vraiment m'attacher à eux, et Le Comte de Monte Cristo est réussi. Je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Je pense qu'il ne sera pas détrôné d'ailleurs, parce que vraiment j'étais complètement immergée dans le roman.
Je sais pas si c'est parce que après coup j'étais malade ou quoi, mais vraiment j'étais complètement dans le livre. J'étais complètement avec Edmond que j'ai trouvé. Enfin, je me suis tellement attachée à ce personnage. C'était... Je pouvais me le représenter et mon cœur se brisait tellement pour lui. Enfin, voilà, c'est un personnage que j'ai adoré, qui est spécial par plusieurs aspects de sa personnalité, dirons-nous, mais je vais y revenir quand je parlerai plutôt des personnages. Mais vraiment, c'est l'un des rares livres cette année, et depuis même un moment, si on compte fin 2023, qui m'a complètement absorbée et où j'ai vraiment été immergée dans l'histoire et c'était incroyable. C'est exactement ce que je veux que la littérature me fasse en fait. Je veux être auprès des personnages en train de vivre l'histoire avec eux. Et donc forcément, enfin, ça a super bien marché. Alors ça m'a pas fait la même chose que pour Bleak House par exemple, où j'avais pas envie de finir le livre, hein. Là j'avais envie de le finir, je voulais connaître la fin. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini le tome 1 et j'ai immédiatement commencé le tome 2. Il n'y a pas eu de temps mort, et d'ailleurs la façon dont se termine le tome 1, c'est vraiment les livres, enfin le tome 2 commence pile au moment où le tome 1 s'est terminé. D'ailleurs il y a un dossier dans cette édition mais pas dans la deuxième. Si vous voulez lire le Comte de Monte Cristo, même si c'est très impressionnant, lisez-les dos à dos, parce que vraiment l'histoire, ce n'est qu'un seul livre. Et ça s'explique notamment par le fait que le Comte de Monte Cristo a été publié en feuilleton dans un journal. D'ailleurs, mon Dieu, je plains les pauvres lecteurs qui lisaient le journal et qui lisaient les différents chapitres au fur et à mesure, parce que j'aurais détesté. Parce que vraiment, il y a des moments où, Alexandre Dumas est très fort pour ça, il nous laisse en attente à la fin du chapitre, et moi tout ce que j'avais envie de faire c'était continuer à lire. J'aurais pas du tout réussi. C'est l'idée, c'est la même idée que le cliffhanger maintenant en fait. Voilà. Alors, pour tenter d'y aller étape par étape, être un peu organisée, j'ai fait ma chronique en partant, alors je vais d'abord vous parler de l'intrigue, puis des personnages. Alors j'ai détaillé beaucoup les personnages, donc peut-être que je vous mettrai des portions spoilers si vous n'avez pas envie d'en savoir trop. L'écriture et on va dire le message, ce qu'on en tire, parce que ce roman nous laisse avec... J'aime pas parler de message parce que voilà, mais je trouve que ce roman délivre quand même quelque chose. Pas une morale, mais un petit peu quand même. Donc pour l'intrigue, elle est palpitante. On est rapidement pris dans le livre. Alors moi je vous avais dit, hein, j'avais eu du mal avec le tout début, mais vraiment en fait, c'est parce que je pense que j'étais vachement plus intimidée par la taille que par l'intrigue elle-même, parce que vraiment ça commence très très vite. Très vite on comprend, enfin très vite on nous présente Edmond, j'allais dire Edmond Rostand, pas du tout. On nous présente Edmond Dantès, pas en nous le décrivant, comment dire, pas en nous disant il était... je vais dire n'importe quoi. Il était gentil, il avait le cœur sur la main, blablabla. On nous le présente par ses actions, ce que j'ai trouvé top. Alors on nous présente quand même sa physionomie, hein, mais on nous présente surtout par ses actions, ce que j'ai trouvé intelligent en fait, puisque ça nous permet direct de visualiser le personnage et de s'attacher à lui. On va vite comprendre que Edmond a une relation, une belle relation en fait avec son père, puisque dès le chapitre 2 on nous introduit son père. Et on va aussi comprendre qu'il a une fiancée. Voilà, une fiancée. Je vais pas trop vous en dire. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Parce que moi je n'avais pas lu le résumé, je savais juste qu'il y avait une histoire de vengeance. Et éventuellement que le personnage principal était enfermé. Mais je ne savais rien d'autre. Et voilà, c'était un plaisir, on va dire, de découvrir tout ça en lisant directement. Donc, ça évolue bien au fil des pages. Alors, je vais essayer de vous montrer, à un moment donné, bien sûr, Edmond est en prison. Et donc, alors, je vais essayer de vous montrer... Alors, attendez. Je vais vous montrer à peu près à quoi correspond le passage en prison. Ça, c'est le passage en prison. Et alors, moi, quand j'ai vu le film, j'avais l'impression que ce passage en prison durait vachement plus longtemps, genre 200 pages ou un truc comme ça. En tout cas... la présentation, on va dire, du personnage d'Edmond, on va dire que c'est jusqu'à là, voilà. Alors tout ça c'est la présentation, en gros, ce qui arrive au personnage d'Edmond. Et après, on va vers autre chose, on va dire. On va vers
vers la vengeance. Mais du coup tout ça c'est la présentation du personnage, ça prend 320 pages. Donc le personnage, même si on nous présente en 320 pages avec tout ce qui lui arrive, la prison, tout ça, en fait c'est très dynamique, on avance bien, on avance vite. Le passage en prison aurait pu paraître très long et assez peu intéressant parce que ben voilà, il est en prison, donc qu'est-ce qu'il peut faire. Mais en fait non, c'est resté très intéressant. On a, comme je vous l'ai dit, une grosse part politique du roman, puisque bon, ça se passe en 1815, donc c'est le moment où Napoléon ne règne plus. Il va à un moment donné reprendre le pouvoir, donc il y aura les 100 jours, et ensuite une restauration. Oui voilà, alors en gros quand le roman commence, la première restauration a commencé, les 100 jours vont arriver, puis arrive le règne de Louis XVIII, donc la seconde restauration, me semble-t-il. Et on va, alors le roman va se poursuivre jusqu'en 1838, même après il me semble. Oui je crois que oui, ça s'arrête en 1838, donc pendant le règne de Louis-Philippe, donc on va aussi passer par le règne de Charles X. Donc on va passer par un certain pan de la politique française, voilà, et donc c'est important pour le roman, parce que c'est, on va dire, un pivot du roman, ce passage du bonapartisme, enfin oui, ce passage du bonapartisme à la première restauration, puis à nouveau au bonapartisme, puis à nouveau à la restauration de la monarchie. Donc c'est important, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'auteur, Alexandre Dumas, a vécu ces événements, puisqu'il est né en 1802, donc il a 13 ans au moment des 100 jours, et il va vivre ensuite sous la seconde restauration. Donc c'était très intéressant d'avoir, alors pas vrai, enfin oui on peut dire le point de vue de l'auteur sur son époque, parce que bon, il écrit un roman avec des événements historiques qu'il a vécu. Donc ça reste intéressant et c'est au plus près de l'histoire, je trouve, même si bien sûr ça doit être romancé, sachant que tout ça est paru en feuilleton de 1844 à 1846. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, le côté politique. Je trouve donc que le roman, enfin l'intrigue reste captivante. Je vous le dis, il n'y a pas vraiment de temps mort, hein, même si on est dans la prison pendant très longtemps. Enfin, ça m'a paru beaucoup plus long, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très fouillé et j'ai beaucoup aimé ce passage, d'ailleurs le passage de la prison. Comme je vous l'ai dit, on a des petites phrases en fin de chapitre pour capter l'attention du lecteur et lui donner envie de continuer à lire. J'aurais détesté être à la place de ces lecteurs qui ont découvert pour la première fois le Comte de Monte Cristo et qui devaient attendre de lire. Mais du coup, cette espèce de mise en attente est peut-être issue justement de cette publication en feuilleton, puisque l'auteur devait donner envie à son lecteur d'acheter le journal suivant pour continuer à lire, et je pense qu'il a réussi parce que vraiment c'était palpable comme tension. Alors là c'est peut-être plutôt un spoiler, pour ceux vraiment qui veulent pas du tout se faire spoiler, n'écoutez pas ce que je vais dire ensuite, mais au fur et à mesure que le roman va avancer, on va comprendre que Edmond va acquérir une certaine somme d'argent. Voilà, je vous en dis pas trop quand même si c'est une section spoiler. Il va acquérir une certaine somme d'argent et au début on nous parle d'un certain montant qui est déjà assez conséquent, mais en fait au fur et à mesure où on avance dans le roman, on se rend compte que Alexandre Dumas a créé quelque chose qui est complètement surréaliste, puisque la somme qu'il avait initialement proposée, on va dire, à un moment donné il y a un chiffre qui sort, la somme qu'il a initialement proposée devient disproportionnée, c'est-à-dire que c'est plus du tout la somme dont il a parlé, c'est vraiment, enfin, et là c'est le gros spoiler, donc partez si vous ne voulez pas savoir, mais Edmond devient immensément riche. C'est même plus qu'il devient immensément riche, c'est que on passe de littéralement 12 millions, hein, c'est le personnage qui nous parle de ce trésor nous parle de 12 millions, et à un moment donné, enfin, Edmond se retrouve avec des sommes d'argent phénoménales, et c'est plus du tout 12 millions qu'il a, hein, on dirait qu'il a une richesse infinie. Ce qui est... Alors, c'est pas que c'est invraisemblable, mais... un peu quand même, mais du coup ça participe, on va dire, à la légende de ce personnage très mystérieux qui arrive et qui a des sommes faramineuses à dépenser pour tout un tas de choses. Donc voilà, ça participe de la légende et du mythe d'Edmond et du conte. Mais voilà, ça peut... Enfin, je pense qu'en fait, comme Dumas a installé d'abord son intrigue, le fait que ça devienne vraiment complètement démesuré passe parce que le lecteur est déjà dans le roman. Moi personnellement, quand je me suis rendu compte de cette richesse infinie, je me suis dit pendant 30 secondes, oui enfin bon, mais en fait j'étais tellement dans le livre que je m'en foutais en fait que ce soit vraisemblable ou pas, j'étais complètement prise et je voulais savoir ce qui allait se passer ensuite, en fait. Qu'est-ce qu'il allait faire de cette richesse.
Et d'ailleurs il y a une grande question morale qui se pose à la fois dans le livre et dans le film. D'ailleurs je pense que c'est plus... c'est dit de manière beaucoup plus explicite dans le film, alors que dans le roman c'est un peu plus... Enfin il me semble hein, que c'est un peu plus dilué ou subtil. Mais face à cette richesse, on va avoir la réflexion de est-ce que Edmond va utiliser cette richesse pour faire le bien ou pas. Est-ce qu'il a le choix en fait? Il peut faire le bien avec son argent ou il peut faire ce qu'il veut, qui n'est pas forcément bien. Voilà, donc c'est une des grosses réflexions du Comte de Monte Cristo. Alors il y a aussi une onomastique très intéressante dans le roman que j'ai capté grâce à Mathieu notamment qui m'en a parlé, mais aussi grâce à des articles que j'ai lus. On a oui quelque chose d'assez spécial. D'ailleurs oui il y a aussi un post que j'ai lu sur Insta, je vais vous le mettre en description si je peux. C'est un post de Popésie sur justement le Comte de Monte Cristo et en partie l'onomastique, puisque Edmond peut faire penser à démon, Dantès peut faire penser à Dante et donc à la Divine Comédie, oui, à l'enfer, au purgatoire et au paradis. Le conte, c'est un titre que possédera aussi un conte que nous on connaît davantage mais qui n'existait pas encore en 1844, le conte Dracula. Il y a d'ailleurs beaucoup de références aux vampires dans le roman, ce que j'ai... Alors, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, c'est d'ailleurs ce post de Popésie qui m'a donné envie de lire le livre parce qu'il parlait justement de ces nombreuses références aux vampires et ça m'a vraiment intriguée parce que je m'attendais... non, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des références à cette créature dans le roman. Et donc j'ai noté, j'ai commencé à faire des petites annotations à chaque moment où on nous parlait du fait que ce soit potentiellement un vampire et à tout ce qui pouvait éventuellement nous faire penser au vampire sans dire explicitement le nom de la créature. Et j'ai vraiment trouvé beaucoup de références. Alors je les ai, enfin je vais pas les lister dans la vidéo, mais je les ai listées dans le roman et j'ai trouvé ça assez sympa de toutes les voir du coup, puisque j'aurais pas du tout eu cette grille de lecture je pense si j'avais lu le roman sans avoir l'idée de chercher ça. Mais du coup voilà, il y a beaucoup de références aux vampires par notamment l'apparence du personnage, par le fait que certains personnages ne le voient pas manger ou ne le voient pas boire, ce genre de choses. Et enfin on a le nom Monte Cristo qui peut nous faire penser Monte donc à l'ascension et Christo au Christ du coup, Christ ressuscité qui est mort pour les péchés des hommes du coup dans la religion catholique. Alors là c'est un spoiler parce que c'est une interprétation tout à fait personnelle, donc gros spoiler. On peut éventuellement avancer l'idée, alors qui est très fantasque on va dire et qui est je pense pas du tout crédible mais c'est juste une hypothèse de lecture. On peut avancer l'idée que Edmond serait mort pour les péchés des autres hommes et il serait revenu pour faire ce qu'il considère comme son devoir, c'est-à-dire être le bras armé de Dieu, être la providence sur terre. Et je trouve cette hypothèse vachement séduisante et en même temps pas tout à fait crédible. J'aime bien l'idée, mais pas sûre que ce soit ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout fait de disclaimer, je vais le faire donc maintenant. Cette vidéo c'est vraiment mon avis, rien à voir avec... Enfin, je ne dis pas que tout ce que je dis c'est vrai, je dis juste que c'est ce que je pense, voilà. Donc calmons-nous. Je vais sans doute dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies, parce que je ne suis pas, voilà, je ne suis pas omnisciente, hein, je ne sais pas tout. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Soyez indulgents. Et aussi, bah, c'est vraiment juste mon avis, hein. Je suis une lectrice lambda, je ne suis pas quelqu'un de surhumain, donc... Voilà, vous pouvez aimer le livre, vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez aimer le film, vous pouvez ne pas l'aimer. Ce n'est que mon avis. Donc ne nous énervons pas, restons calmes et courtois. On peut toujours avoir un débat d'ailleurs, on peut discuter des choses, mais sans s'énerver. Parce que avoir une conversation en s'énervant, c'est plus une conversation. Et puis je déteste profondément le conflit et je déteste avoir des discussions, comment dire, agressive ou voilà, je déteste ça. Donc voilà, si vous faites ça, je vais sans doute pas vous répondre. Voilà. Donc voilà, restons calmes et joyeux. Hein. Le but c'est de passer un bon moment. Ouh. Passons aux personnages. Donc, je vais plus vous parler maintenant des personnages. Edmond par exemple. Edmond, j'ai trouvé au début que c'était un personnage assez naïf, qui a du mal à lire les gens, qui ne comprend pas trop que les gens puissent faire des choses qu'il... comment dire, il est... Oui, très très candide, il est
Bah en fait il pense que les gens ne lui mentent pas. Voilà. Ce qui fait qu'il ne comprend pas si les gens le manipulent. Alors que nous lecteurs on est en train de lire en fait. Edmond. Edmond, qu'est-ce que tu fais? Edmond ne lui fait pas confiance. Voilà, du coup c'est très dur. Et du coup j'ai trouvé que ça permettait encore plus aux lecteurs de s'attacher au personnage. Parce que nous, même si on n'a pas lu le livre, on connaît à peu près quand même ce qui se passe dans le roman. Et donc on sait quand même qu'il va se passer des choses pas ouf pour lui. En même temps, 1569 pages, s'il se passe que des trucs sympas, qu'est-ce qu'on va raconter? Donc voilà, on sait qu'il va se passer des choses pas très sympas pour Edmond. Et du coup, on s'attache au personnage, nous on sait qu'il va lui arriver des choses, et on compatit déjà d'avance, enfin en tout cas moi je compatissais énormément d'avance pour lui. Petit spoiler, mais c'est léger, puisque bon, c'est vraiment le tout début du roman, donc c'est vraiment très léger, mais si vous ne voulez pas savoir, spoiler. Edmond est enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est d'autant plus rageant que pour les autres personnages, pour certains autres personnages, pas pour tous, et pour nous lecteurs, on est mais vraiment affligé par l'injustice de sa situation. Et puis alors l'injustice va plus loin encore, puisque il est enfermé à un endroit dont il ne peut pas s'échapper, et dont on ne pense pas le faire sortir un jour. Voilà. Du coup, ça se pose là comme indignation et comme injustice. J'étais outrée et j'avais envie de tuer certains personnages dont je vous parlerai plus tard parce que vraiment ce sont des ordures finies. Mais du coup je compatissais énormément pour Edmond et alors à nouveau spoiler, il y a des passages notamment en prison où j'ai eu un petit peu peur parce qu'il nous dit qu'il pense devenir fou et qu'il pense aussi à se suicider parce qu'il est conscient qu'il ne sortira jamais de sa prison. Et donc il y a un passage où il décide de cesser mourir de faim et un autre où il décide de s'éclater la tête contre le mur. Et donc moi j'étais en train de lire ça en mode... Et alors, petite incursion dans le film, il y a une scène dans le film où donc j'étais avec Mathieu hein, quand j'ai vu le film et avec ma soeur et avec ma mère aussi donc je savais ce qui allait se passer, enfin je savais, j'en reparlerai mais je savais en gros ce qui allait se passer et à un moment dans une des scènes en prison, Pierre Ninet en fait est face à un mur et il commence à se taper doucement à la tête contre la pierre et j'ai eu tellement peur que j'ai tressailli et j'ai mis mes mains devant l'écran parce que je voulais surtout pas voir ça. Alors c'est pas décrit en détail dans le livre et Edmond ne meurt pas, mais je voulais vraiment pas voir ça à l'écran. Donc j'ai senti, après coup Mathieu m'en a parlé en me disant oui je savais qu'il allait se passer un truc parce que j'ai vu que t'avais un peu réagi et que t'avais mis ta main devant l'écran, donc je me suis dit qu'il allait se passer un truc dégueu, mais non. Donc oui, heureusement que non. Mais j'ai eu un petit peu peur. Alors Edmond bien sûr a une dimension très... a une dimension parfois christique en fait, c'est un petit peu ce que je vous disais avec le nomastique avec Monte Cristo. Vraiment il est un peu celui qui a alors pas perdu la vie mais qui est passé par une espèce de mort métaphorique et qui est revenu pour laver les péchés des hommes. Et en même temps parfois il est un peu blasphématoire puisque il se permet de se venger en considérant que bah du coup Dieu ne le fera pas si lui ne le fait pas. Alors, spoiler du coup. Je parle de dimension blasphématoire parce que le conte lui-même, Edmond donc, se pose la question, est-ce que vraiment je fais bien de faire ça? Il doute en fait à certains moments puisqu'il considère qu'il est le bras armé de la Providence. Donc il a été choisi par Dieu pour se venger et pour punir en fait ceux qui sont des criminels concrètement. Et alors là je parle pas de... Enfin, je ne vous parle pas du tout... comment dire? Je ne vous parle pas de mes croyances, hein, jamais d'ailleurs je ne vous parle de mes croyances sur la chaîne. Je vous parle vraiment de livres. Voilà, de mes croyances ou de mes absences de croyances d'ailleurs. Mais je vous parle vraiment du livre là. Hein. Là, on parle vraiment d'un personnage et d'un contexte catholique. Voilà. Et donc, on peut considérer que c'est un peu blasphématoire qu'ils se prennent. Enfin, lui en tout cas se dit, mais mon Dieu, est-ce que je ne blasphème pas en me prenant pour la Providence est-ce que vraiment j'ai été choisie? Et il demande d'ailleurs un signe à un moment donné, je crois. Pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé. J'ai trouvé que le conte était parfois assez cruel. Il amène les gens dans des endroits ou auprès de personnes qu'ils connaissent
et ça les remue profondément, et on dirait parfois qu'il joue avec ces gens pour leur tirer les vers du nez, en fait, pour apprendre des choses, et alors même qu'ils voient qu'elles souffrent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui montre que le conte n'est pas un personnage, j'allais dire pas un personnage tout à fait positif. J'adore Edmond en tant que personnage, mais vraiment il peut se montrer extrêmement cruel, et alors, il nous explique entre guillemets pourquoi, je peux vous le dire en spoiler. En gros, il considère, par exemple, gros spoiler là, attention, partez vraiment si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez lire. Il considère que, alors je vais vous dire rapidement, en gros, il va sauver Valentine de la mort, et Maximilien, qui est amoureux d'elle, pense qu'elle est décédée. Et du coup, il veut se suicider. Et donc le comte lui dit, non, non, tu attends un mois, et au bout du mois, tu reviens me voir, et là, tu pourras mourir. Ok. Alors moi, j'étais un peu, comment dire, j'étais en train de lire, j'étais là, mais mec, tu sais qu'elle est vivante. Pourquoi tu me lui dis pas? Et donc, bon, ça se passe dans le tome 2 du coup. Et donc, on nous, à la fin, hein, quand arrivent les retrouvailles, on nous explique en gros que, enfin, le conte nous explique dans un espèce de monologue où il se demande s'il fait bien ou pas. Non, il se demande même pas s'il fait bien. Il se demande si Maximilien est digne de retrouver Valentine. Et là, j'étais un peu, parce qu'elle est un peu. Et donc, il explique que sa démarche, c'est il doit souffrir, il doit vraiment arriver au bout du bout, c'est-à-dire que s'il peut pas vivre sans elle, il l'a mérité. C'est un peu spécial comme conception, mais bon, voilà, on va dire que c'est ultra romantique, je ne sais pas. Enfin, ultra romantique au sens du mouvement littéraire, hein, pas au sens romantique, les petites fleurs et on offre des chocolats et je ne sais quoi. Mais oui, non, là c'est extrêmement romantique au sens où le personnage de Maximilien, du coup, et du conte, deviennent des personnages ténébreux qui deviennent un peu des archétypes romantiques, prêts à mourir si, s'ils ne sont pas. S'ils n'ont pas leur amour auprès d'eux ou ce genre de choses. Mais bon, c'est un petit peu spécial quand même. Et du coup, il passe vraiment pour quelqu'un de très très cruel. Mais du coup, oui, son argument c'est il faut mériter sa rédemption. Il faut qu'il voit que la personne souffre véritablement. Mais oui, moi j'ai pas trop apprécié ce côté d'Edmond. Ce que j'ai plutôt aimé par contre, c'est à des moments, en fait, quand il alors, oui, toujours spoiler. Quand il est devenu le comte, on ne l'appelle plus Edmond dans le livre. Il devient juste le comte. Ou le comte de Monte Cristo. Et on a des moments où on retrouve un peu Edmond derrière le masque du comte, entre guillemets, hein, parce qu'il porte jamais de masque. Hein. Mais derrière l'image du conte, on retrouve un petit peu Edmond quand il a des sourires tendres ou quand il tressaille au contact d'un personnage qu'il déteste, enfin oui, d'un être qu'il déteste, ou quand il a dans le regard une émotion qui passe. Parce que vraiment, le conte, contrairement à Edmond, est très très est impassible pour les autres personnages et le narrateur, lui, nous fait comprendre qu'en fait, non, il ressent des émotions, mais il essaie de paraître impassible pour sa réputation, en gros, pour passer pour quelqu'un de... Oui, pas d'insensible, mais quelqu'un qui est un peu au-dessus de ça et qui ne connaît pas en fait les gens avec qui il s'entretient, au début en tout cas, alors qu'en fait, il les connaît tous, puisque voilà, il les a retrouvés, dirons-nous. Mais oui, il peut paraître très insensible, mais grâce à la narration qui nous fait percevoir ces petites touches de dégoût, de tendresse, d'émotion, ce genre de choses, grâce à ça, il reste humain, ce qui est important. Parce que sinon, vraiment, il devient un espèce de vampire sans cœur qui regarde les êtres humains autour de lui et qui les juge clairement et qui distribue un peu les punitions et les récompenses, quoi. Ah, c'est l'heure du câlin. Tu vas faire ça à chaque vidéo ou... Oh, tombe pas. Enfin, alors je pensais pas que cette vidéo serait si longue parce que j'ai encore 10 millions de choses à vous dire et je ne suis même pas encore à la moitié de ma page. C'est pas grave. Alors, on passe au père d'Edmond. Et alors là, spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le livre. Spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu en fait. Donc si vous ne voulez vraiment rien savoir, à nouveau, n'écoutez pas. Mais donc spoiler. Le père est dédoublé en quelque sorte par l'abbé Faria, qui sont en fait les deux figures paternelles d'Edmond et qui sont de relations très touchantes. Surtout parce que malheureusement ces deux figures vont mourir. D'abord le père et ensuite l'abbé Faria. Le père va mourir alors qu'Edmond ne le sait même pas, hein, donc il va
découvrir qu'il est mort en sortant de prison. Et l'abbé Faria lui va mourir, Edmond sera auprès de lui quand il mourra dans la prison. C'est assez horrible pour le lecteur et pour Edmond de comprendre que le père est mort de faim. Surtout que c'était quelque chose qui était arrivé aussi au tout début, où Edmond se rendait compte que son père se privait de nourriture. Mais là, apprendre que c'est comme ça qu'il est mort, oui, il y a une dimension assez horrible. Alors là, j'ai noté, en parlant du père et de l'abbé Faria, qu'on pourrait noter aussi l'absence totale de mère et le peu de personnages féminins positifs, parce qu'en fin de compte, à part Valentine, qui est un personnage assez insipide hein, quand même, on a Haïdé, sur laquelle je vais revenir après, mais en fait, on n'a pas vraiment de personnages féminins positifs, à part ces deux personnages. Est-ce qu'on a beaucoup de personnages féminins? Non, est-ce qu'on a beaucoup de personnages masculins positifs? Alors, on a l'abbé, on a le père, non bien sûr, enfin oui, bon, bref, donc la mère n'est pas là. Alors ensuite on a quelques personnages féminins dont je vais vous parler. Alors on a d'abord Valentine. Alors Valentine c'est un personnage que je trouve assez insipide. C'est un personnage positif, mais elle a fini par m'énerver parce qu'elle est très très douce et elle est un peu la représentation de la bonté. En fait elle incarne quasiment un personnage proche d'une moniale ou d'une sainte, ce qui la rend parfois agaçante dans sa façon d'agir et dans sa façon de parler, je trouve. J'ai noté que tous les personnages féminins positifs étaient jeunes et toutes les autres femmes sont plus ou moins corrompues, c'est le cas. Alors mon personnage féminin préféré personnellement c'est Eugénie Danglars, que j'ai trouvé génial. Je vous mets un spoiler sur Eugénie. Spoiler. Elle finit par partir sous les traits d'un homme pour vivre la vie qu'elle veut, une vie d'artiste, avec son amie Louise qu'elle enlève, donc ça laisse imaginer une espèce de relation entre les deux jeunes femmes, ce qui est plutôt sympa parce que c'est aussi plutôt subtil, on vous dit pas qu'elles sont ensemble mais on vous dit pas non plus qu'elles ne le sont pas, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, et voilà, j'allais dire un truc mais je peux pas le dire pour l'instant. On passe à Mercedes qui est en fait un personnage assez effacé en fin de compte, hein, on la voit beaucoup au début et puis bon, il y a un moment où elle disparaît vu que bon, on n'a plus qu'un seul personnage, voire deux. Donc voilà, elle part. Et ensuite, on va éventuellement la retrouver. En fait, elle n'est pas au centre de l'intrigue, concrètement. Et là, je vous mets un spoiler, à nouveau. Edmond ne veut pas récupérer Mercedes. À partir du moment où elle est mariée, elle est irrémédiablement perdue. En fait, elle l'a trahi. Et donc, c'est fini, en fait, pour leur relation. Surtout qu'elle a épousé le rival d'Edmond. Donc bon, voilà, c'est un peu fini pour elle. Donc en fait, c'est pas vraiment un personnage beaucoup mis en avant. On va dire que c'est en partie elle qui... Enfin non, c'est pas du tout elle qui déclenche la vengeance, c'est surtout... oui. Elle, non, en fait, va vouloir se venger d'elle, mais en fait pas vraiment. Voilà, je vais pas en dire plus et passer aux autres personnages. Alors là, on va passer sur une petite brochette sympa. Si vous ne voulez rien savoir, je vous mets un petit spoiler, puisque je vais vous parler des traîtres du livre. Donc si vous ne les connaissez pas du tout, n'écoutez pas. Alors d'abord Villefort, je pense que c'est celui que j'ai le plus détesté parce que j'ai trouvé que c'était le plus hypocrite de tous. Je l'ai haï. Je trouve qu'il en fait, il se veut l'incarnation de la justice parce qu'il est juge. Et donc il est dans le vrai, il est dans le juste, c'est lui qui a la réponse, c'est lui qui détient la vérité. Et en fait, il ne peut pas rendre la justice. Parce qu'il est injuste, parce qu'il est corrompu lui aussi, et parce que quand ça le concerne, il contourne. Et donc voilà, mauvaise foi, hypocrisie, non, vraiment non. Gros spoiler là, il n'est pas capable de déceler le crime quand il vient de chez lui. Et c'est à la fois très hypocrite et très ironique, parce que du coup il va rendre la justice autour de lui, sauf chez lui, où il se rend même pas compte qu'auprès de lui il y a une criminelle. Il se veut juste, et moi je trouve juste qu'il se montre très cruel. Ensuite on a le pire de tous objectivement, Danglars. Alors là, lui, dès le début... Non, juste non. Alors ce personnage est entièrement focalisé sur l'argent, et du coup c'est celui qui est le moins facile à blesser, parce qu'en fait on a l'impression qu'il est incapable de sentiment, c'est-à-dire il est incapable d'aimer quoi que ce soit à part son argent. Donc c'est assez difficile de le blesser comme les autres personnages, ou de se venger de lui comme pour les autres personnages. Tout ce qui compte lui c'est sa fortune, et sa réputation, mais surtout sa fortune. Lui est vraiment le comble de la mauvaise foi et du mépris. Ce personnage va vomir. Je pourrais être très violente dans les termes que je pourrais employer pour lui, je suis calmée. Mais alors du coup, vraiment il y a Villefort, et il y a Danglars.
très près. Voilà. Et enfin, l'autre personnage, Fernand. Je ne l'aime pas non plus du tout, évidemment, mais chez lui, dans le roman, il y a une notion d'honneur à peu près que n'ont pas les autres, du tout. Ou en tout cas pas comme ça. Alors, il y a une notion d'honneur tout en... Enfin, spoiler, à nouveau. Fernand est un traître quand même. On nous l'explique, clairement. Fernand est un traître, puisqu'il a, il a trahi Ali Pacha, qu'il a assassiné, alors qu'il était son allié. Donc c'est un bon gros traître. Mais il a quand même chez lui, il y a quand même chez lui une notion d'honneur, puisque quand il se rend compte qu'il est, qu'il n'a plus de réputation, qu'il est déshonoré et que tout le monde sait ce qu'il a fait, il va se suicider en fait. Donc bon. Je l'ai pas plus apprécié que les autres, mais j'ai trouvé que bon, c'était pas, il n'était pas aussi horrible. Nouveau spoiler. Et en plus, c'est plus quelqu'un qui se fait manipuler par les autres, notamment par Danglars, qui va jouer avec lui au début pour faire chuter Edmond, que le vrai cerveau de l'opération. Lui, il pense surtout avec son cœur, parce qu'il est très amoureux de Mercedes, et donc il veut absolument l'épouser. Bon, alors, est-ce de l'amour? Je ne sais pas. Mais, parce que bon, j'allais dire, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on fait ça? J'ai un doute. Mais lui, ce qu'il veut, c'est Mercedes, et il va l'obtenir, mais du coup, il n'utilise pas vraiment sa tête, il utilise plus son cœur. Et ses poings, visiblement. On passe à Morel et à sa famille. Ce sont des personnages très touchants, car je les trouve vraiment très attachants et bons. Ils sont honnêtes, ils font ce qu'ils peuvent pour on va dire, se dépatouiller de tout cet imbroglio politique et pour continuer à exercer leur métier honnêtement. J'ai envie de vous dire, évidemment, comme tous les personnages honnêtes du roman, ils vont se faire marcher dessus à un moment donné. Et je ne vais pas vous en dire plus. Gros spoiler, j'ai été très touchée par la mort du père. Et alors il y a plusieurs moments où j'ai eu envie de pleurer en lisant le livre, notamment alors à la mort de l'abbé Faria, c'était dur, parce qu'il y avait un long discours et c'était vraiment beau ce qu'il disait, d'ailleurs en y pensant là, j'ai envie de pleurer. Et aussi du coup la mort de Morel, très belle parce qu'il est persuadé qu'il a été aidé par Edmond. Et c'est la dernière chose qu'il dit à ses enfants. Et j'ai aussi adoré la réaction de ses enfants justement, quand ils comprennent qu'en fait le comte est leur sauveur. C'est lui en fait qui les a sauvés de la ruine, qui a sauvé leur père du suicide, qui a sauvé Maximilien aussi, je crois, du suicide. C'était... Oui, alors à la fin oui, du suicide, mais je crois que non. Non, c'était vraiment juste le père qui voulait se suicider. Et donc j'ai trouvé ça trop beau, la façon dont ils réagissent. Bon, alors, c'est un peu comme si c'était le Messie. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très beau, cet attachement, cette admiration, ce respect, c'était vraiment très beau. On passe à Haïdé. Alors Haïdé, c'est l'autre personnage très jeune dans le roman. Je crois qu'elle a 18 ans, si je ne m'abuse. Alors c'est, pour moi en tout cas quand je l'ai lu, c'est un peu une caricature de princesse orientale. Tout en étant un personnage intéressant, mais qui a pas de... qui est pas vraiment active dans le roman, je trouve. Alors j'ai trouvé ça aussi un peu gênant de... Alors léger spoiler pour ceux qui ne connaissent pas du tout le roman. J'ai trouvé ça un peu gênant de l'avoir si dévouée au conte. Et l'espèce de... Alors la grosse spoiler pour le coup. L'espèce de double image. À la fois c'est une figure paternelle pour elle. Et c'est son amant entre guillemets. C'est-à-dire que c'est celui qu'elle aime. Très gênant. Hein, voilà. C'est quasi une relation semi-incestueuse. Bon, puis en plus on a l'homme plus âgé qui séduit une très jeune femme qu'il a sauvée. Et même pas qu'il a sauvée, qu'il a acheté puisque c'est son esclave. Voilà, c'est pas ouf. Mais j'ai trouvé, alors il y a toute une partie dans le roman où elle est très touchante puisqu'elle va nous raconter la mort de son père. Et c'était vraiment très beau. Alors, petite parenthèse, l'auteur est très fort parce qu'il y a des passages, alors notamment il y a un... Alors attendez, c'est dans le premier... J'y arriver. Dans le premier tome, il y a... Alors déjà, il y a un truc qui s'appelle Simbad Marin. Voilà, il y a un énorme chapitre qui s'appelle Bandit romain. Ensuite, il y a Apparition. Et à un moment donné, alors plus loin, je ne sais plus où. Haïdé, voilà, je crois que c'est Haïdé. J'ai un doute. Bref, il y a plusieurs chapitres, donc surtout Bandit romain, où le chapitre est
énorme et je l'avais pas regardé à l'avance. Hein. Le chapitre est énorme et en fait je l'ai commencé sans savoir il faisait 40 pages à peu près, alors que les chapitres sont souvent assez courts dans le roman. Le chapitre fait 40 pages et donc je l'ai commencé et en fait j'ai été complètement absorbée parce que le personnage nous racontait et je me suis pas rendu compte en fait qu'il faisait 40 pages. Je l'ai fini, j'étais là. C'était trop bien, c'était trop bien et ça se lit super vite. Et donc quand Hailey va nous raconter la mort de son père, pareil, j'ai trouvé que c'était très imagé et non, là j'allais parler du film. Je vous parlerai du film après. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était très imagé et j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage du livre. Alors, juste dernière chose sur Hailey, elle est quand même très stéréotypée parce que par exemple la première fois qu'on la découvre, elle prend des poses lascives, mais le narrateur nous dit que c'est naturel chez elle. D'accord. Alors on passe rapidement à l'écriture et je crois qu'il nous restera voilà l'écriture, le message et ensuite on passe au château très rapidement et au film surtout. Alors l'écriture est plutôt bonne sans être celle d'Hugo par exemple pour citer un de ses contemporains et un de ses amis d'ailleurs. C'est parfois un petit peu cringe, hein. Je vous avoue des fois il y a des phrases que je lisais qui là. Bon. Mais c'est très bien écrit, c'est surtout super fluide et c'est super prenant. On a envie de continuer à lire, c'est pas difficile à lire, c'est vraiment très prenant. Et aussi quelques très belles phrases et aussi quelques tournures assez maladroites où on a l'impression qu'il y a trop de mots dans la phrase. C'était un peu spécial. Mais du coup ce que Dumas perd peut-être un peu en style d'écriture, il le gagne en fait en captivité du lecteur parce que vraiment son intrigue est tellement prenante, je sais pas comment il fait mais vraiment il happe le lecteur dans son livre et ça c'était génial. On est vraiment complètement avec les personnages, on est emporté par les mots, on a l'impression d'être avec eux et on a envie de rester avec eux, voilà, c'était trop bien. Et comme je vous l'ai dit, du coup 30 ou 40 pages de chapitre, pas super vite. Et donc on arrive au message, ou à ce que l'on peut en tirer, enfin pas le message mais enfin, j'ai envie de dire la morale du roman, parce qu'il y a quand même une morale à ce roman en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs assez classique dans sa morale, donc si vous n'avez pas envie de savoir, vous partez. Parce que là concrètement je vais vous parler de tout le roman et surtout de la fin. Donc voilà. Spoiler. Donc, en gros, ce qu'on peut tirer de ce livre, c'est que les bons sont récompensés malgré leur souffrance. Voilà. Un peu à l'image du Christ, encore une fois. Hein. Les mauvais, eux, sont punis de leurs péchés par le conte, qui les découvre, qui surtout les fait découvrir soit à eux, parce qu'ils n'ont pas conscience de certaines choses. Et je pense notamment à un personnage qui va se rendre compte qu'en fait... alors, je peux vous le dire vu qu'on est en spoiler et que vous êtes là. Donc, normalement, vous avez lu le roman. Villefort, par exemple, qui se rend compte que son fils se trouve en face de lui. Alors ça, c'était quelque chose qu'il lui fait découvrir à lui-même. Ou, comment ça s'appelle, Victoria Danglars, la baronne, qui se rend compte que son fils est toujours vivant. Fernand, non, lui, il savait ce qu'il avait fait. Et du coup, ils le font aussi découvrir à la justice. Donc, par exemple... le comte fait en sorte que le juge soit actuellement en session, en jugement quoi, pour le pointer du doigt. Enfin c'est pas lui qui le fait je crois d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est lui qui le fait? J'ai un doute maintenant. Oh, je crois que je suis un peu influencée par le film là. Mais du coup il attend qu'il soit en cour d'assises on va dire. Je crois qu'il est en cour d'assises à ce moment-là. Je sais qu'il juge quelqu'un. Donc il va attendre ce moment-là pour signaler qu'en fait il a essayé de tuer son propre enfant. Et que son enfant est ici dans la pièce. Ils vont aussi le faire découvrir à leur famille, par exemple à la famille de Fernand, donc Mercedes et Albert, qui découvrent que son père est un traître. Et Mercedes qui découvre elle que Fernand a vendu Edmond en gros. Et à la bonne société, toute la bonne société parisienne du coup, donc leur réputation est finie en fait à la fin, clairement. On a aussi un ancrage du personnage dans la religion, clairement, hein, dans la foi et dans la certitude qu'il fait ce qui est juste et bon. Alors vraiment, c'est un point important je trouve du roman. Edmond est persuadé que ce qu'il fait c'est bien, que ce qu'il fait c'est bon et qu'il représente la justice. Et il a, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a plusieurs moments où il doute et où il attend un signe qui lui confirmerait que Dieu l'a choisi pour être le bras armé de la Providence. C'est important. Je vais en reparler après. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré le Comte de Monte Cristo, c'était incroyable et comme je vous l'ai dit, sans doute le meilleur livre de mon année, vu comment il m'a transporté. Alors, du coup voyant que j'avais adoré le Comte de Monte Cristo, Mathieu m'a proposé de visiter le château de Monte Cristo. Je ne savais pas que ça existait, je l'avoue. En fait le château de Monte Cristo c'est pas du tout le château du Comte de Monte Cristo, c'est le château que s'est fait construire Alexandre Dumas. Alors je vais vous montrer des petites photos
pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais Alexandre Dumas s'est fait construire un château. Qu'il a pas baptisé le château de Monte Cristo tout de suite, mais en fait un homme qui passait là l'a appelé comme ça, et du coup, parce que le feuilleton était très populaire, et donc un homme qui passait par là l'a appelé comme ça, et donc Alexandre Dumas a trouvé ça sympa, il a laissé le nom comme ça. Alors le château en lui-même est un endroit, alors déjà, c'était difficile de trouver l'entrée, on a galéré, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était fait parce que, alors on passe par la boutique au début, mais surtout en fait dans le jardin vous avez des espèces de grottes pour traverser vers un autre endroit. Alors c'est des petites grottes, hein, mais je sais pas, ça met une ambiance en plus. Et avant d'arriver au château, on passe devant ce qu'il a appelé le château d'If. Donc c'est son cabinet de travail gothique, incroyable. Plus beau bâtiment d'ailleurs que pour moi le château de Monte Cristo, même si bon, il est beaucoup plus petit. Et c'était du coup son cabinet de travail, donc c'était pas un... Alors si j'ai bien compris, c'était pas vraiment un lieu de vie. Et on peut pas le visiter, on peut pas rentrer dedans parce que l'endroit est trop petit, ce serait trop exigu, donc on peut pas, enfin il est pas visitable, ce que je trouve super dommage. Je me demande d'ailleurs s'ils le font pas visiter pendant les journées du s'ils ne le font pas visiter pendant les journées du patrimoine, j'ai du mal à parler, parce que ça, j'adorerais entrer dans ce bâtiment. Mais donc voilà, il est trop beau, je vous mets des photos, je trouve ce bâtiment vraiment trop beau. Évidemment c'est un bâtiment gothique, donc je me suis dit qu'en automne, et même avec certains filtres on peut faire des photos, mais tellement halloweenesque que bon, voilà, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et donc le château en lui-même, c'est un endroit très très lumineux. Ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est vraiment la lumière qui pénétrait par les fenêtres avec, alors c'est des fenêtres avec des petits losanges, pas comme des vitraux, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une atmosphère très particulière et très agréable. C'est sur 2 étages, il y a des costumes qui ont été refaits à la mode de l'époque. Il y a des bustes, il y a beaucoup de romans aussi de l'auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors d'ailleurs je crois que j'ai fait une... Non, j'ai pas fait de story, non. J'ai pas fait de post sur Instagram, mais j'ai fait des stories quand on y allait. Et j'ai mis du coup il y avait une traduction, il y avait beaucoup de traductions du roman, et j'ai notamment pris en photo la traduction japonaise des 3 mousquetaires. Mais donc il y a beaucoup de romans d'Alexandre Dumas qui sont exposés. Il y a la chaise dans laquelle il faisait ses dernières corrections éditoriales. Il y a son énorme volume, le dictionnaire de la cuisine. Il y a beaucoup d'anecdotes du coup sur ses voyages, sur son travail, tout ça. Il y a à la fin, au moment de sortir de la maison en quelque sorte, enfin de sortir du château, il y a une lettre de son fils écrite au moment de... Alors pas au moment de la mort de son père, mais un peu avant la mort de son père, quand il était malade et que enfin, son fils en fait va décrire l'état de son père. Et en même temps j'ai trouvé ça très très beau. On sent en fait la tendresse du fils pour son père. Et donc j'ai lu une biographie il n'y a pas longtemps d'Alexandre Dumas où on voyait pas du tout cette tendresse du fils vers le père et du père vers le fils. Donc voilà, j'ai bien aimé lire cette lettre, c'était assez beau. Et enfin il y a un beau jardin, donc avec des rocailles comme je vous l'ai dit, des petites grottes pour rappeler le roman. Il y a aussi un jardin côté du jardin qui s'appelle le jardin d'Haïdé. Pas trop compris pourquoi. Mais voilà, donc c'était une super visite, si vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas, c'est à Port-Marly. Et c'est pas très cher d'après ce dont je me souviens. Et c'était sympa comme visite. Et après vous avez d'autres villes autour pour visiter d'autres choses, notamment il y a Saint-Germain-en-Laye pas loin pour visiter le musée Morizoni par exemple. Voilà, donc vous avez des petites choses à faire si vous voulez aller voir le château de Monte Cristo. On passe au film. Alors, deuxième disclaimer de la vidéo, ce n'est que mon avis. Voilà, ne vous énervez pas, vraiment. Ce n'est vraiment que mon avis. Pour ce qui compte, voilà, c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est juste ce que j'ai pensé en voyant le film, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Pour vous dire un peu, je vais... alors d'abord je vais vous parler objectivement du film, donc ça vous pourrez l'écouter même si vous n'avez pas lu le livre. Par contre après, je vais partir dans une comparaison, et là c'est entièrement du spoiler. À la fois du livre et du film. Voilà, donc objectivement, c'est un très beau film. J'ai trouvé que la musique était très très touchante. C'est vraiment une bande son très bonne. L'image est très belle aussi. Il y a notamment, alors ça c'est plutôt au début donc je peux vous le dire, il y a notamment un plan au début avec le pharaon qui rentre dans le port de Marseille qui était mais
incroyable cette scène. Donc voilà, il y a de très très belles scènes que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Il y a quelques excellents acteurs, oui, bah oui, il y a des acteurs que j'ai trouvé excellents. Alors je ne me souviens plus du nom de tous les acteurs parce que je suis pas très douée, mais et que je n'y connais pas vraiment en cinéma concrètement. Mais j'ai adoré les acteurs qui jouaient Danglars. Je crois que c'est Patrick Mille. Je crois que c'est lui. Celui qui jouait Villefort. Donc Lafitte, incroyable. Celui qui jouait Faria, celui qui jouait Louis Dantès et celle qui jouait la baronne Danglars. J'ai trouvé que vraiment ils étaient exceptionnels, ces acteurs sont incroyables. Ouais. Et là, je passe au spoiler. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas trop aimé le film. Et je pense que si je ne l'ai pas trop aimé, c'est parce que j'avais lu le livre depuis... Enfin, ça faisait trop peu de temps que j'avais lu le livre, j'étais toujours complètement imprégnée par le livre. J'avais lu d'autres petits livres entre temps, mais rien qui soit comparable au Comte de Monte Cristo. Et du coup, j'étais toujours avec mes personnages dans certaines scènes. Donc c'était... voilà, je suis allée voir le film par curiosité en fait, parce que je me suis dit, ah oui, mais bon, ça a l'air tellement bien, tout le monde en parle, du coup, voilà, j'ai envie de le voir. Je me suis dit, il dure 3 heures, donc quand même, il y a moyen d'adapter. Et en fait, je pense que je suis bête, en fait, c'est moi en partie le problème. Hein. Je dis en partie, mais... Oui, parce qu'il y a pour moi dans le film un problème important, mais bon, voilà, c'est surtout moi le problème, puisque ce n'est pas possible en 3 heures d'adapter 1569 pages. Et donc ce n'est pas cohérent, ce n'est pas intelligent, dirons-nous. Enfin voilà, il fallait pas que je m'attende à ce que le livre soit correctement adapté. Ça paraissait évident, et j'avais trop d'attentes, je me suis laissée... Voilà, je me suis laissée bercer par mes illusions, dirons-nous, mais c'était pas possible en fait d'adapter en 3 heures seulement le Comte de Monte Cristo. Et c'est une des choses sur lesquelles on est d'accord avec plusieurs de mes amis et avec Mathieu, c'est que si les réalisateurs avaient voulu adapter plus fidèlement le roman, il aurait fallu faire 2 films de 3 heures chacun, et peut-être qu'ils n'avaient pas le budget, notamment parce qu'il me semble que les 3 mousquetaires n'ont pas bien fonctionné et qu'ils étaient déjà en 2 films. Donc voilà, ils n'ont peut-être pas pu le faire. Mais c'était, je pense, trop court pour adapter le Comte de Monte Cristo. Donc, ma première réaction, ça a été une réaction assez... En fait, j'étais dans la salle de cinéma, le film venait de commencer, et donc j'étais dans un cinéma auquel je vais jamais, parce qu'en fait on est allé dans une... Enfin on était en week-end avec ma mère et ma soeur, et on s'était dit qu'on allait aller voir le film ensemble. Et donc on est allé dans la grande ville proche où il y avait un cinéma, et donc c'était un Grand Rex. Et en fait c'était une salle avec sur les côtés des écrans, enfin oui des écrans qui permettent en fait d'entrer complètement dans les scènes, complètement entre guillemets, mais qui permettent vraiment d'entrer dans les scènes. Et donc vraiment je suis bien entrée dans le film. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui divergeait du roman ou qui me semblait pas cohérent ou où je me disais mais non mais oh là là mais ça c'était tellement mieux dans le livre, et je m'éloignais en fait du film, donc j'ai jamais vraiment pu entrer dans le film et vivre le film, à part pour certaines scènes dont je vais vous parler, mais j'ai jamais vraiment pu en fait entrer dans le film, parce que voilà, ce qui m'a laissé un petit... Voilà, j'étais un petit peu déçue quoi, mais surtout à chaud je me suis dit que c'était pas vraiment une adaptation de Monte Cristo, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait... Alors c'est ma première réaction, hein. Après j'ai réfléchi quand même, mais je suis honnête avec vous, je vous parle quand même de ma première réaction. Ma première réaction c'était, mais en fait le film a seulement gardé le nom et tout le reste a changé. Ce qui est un peu exagéré, mais voilà, j'ai expliqué après. J'ai trouvé ça un peu dommage, surtout j'ai trouvé qu'Edmond devenait complètement insensible dans ce film. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans la... C'est pour ça que je vous fais l'analyse du livre avant et après je vous parle du film. Dans le livre, le narrateur nous dit à plusieurs reprises qu'Edmond sourit, qu'Edmond a des sensations de dégoût. Par exemple, quand il serre pour la première fois la main d'Albert dans le roman, il a un espèce de tressaillement qu'Albert ne ressent pas, mais que le lecteur... qu'on donne au lecteur en fait. On dit que c'est léger, mais que c'est perceptible quand même. Il a des petits sourires, il y a surtout une tendresse qui se dégage de lui quand il regarde certains personnages, notamment Albert par exemple, ou Haydée, ou... Non, c'est un autre personnage. Maximilien, voilà. Quand il regarde ces personnages, on sent qu'il prend quasi une figure paternelle, et que du coup il les regarde avec tendresse, qu'il les aime en fait profondément. Et j'ai trouvé que là dans le film on ne sentait pas du tout ça. Certes sans doute, enfin l'Edmond du film a des émotions, surtout la colère, mais il a des émotions, hein, mais j'ai trouvé qu'on ne les sentait pas. Notamment j'ai trouvé que le Pierre Ninet qui jouait Edmond,
paraissait toujours impassible, et surtout il porte un masque quand il joue le conte, et je ne sais pas si c'est ça qui empêche les émotions de passer, mais du coup j'ai trouvé vraiment que qu'Edmond était devenu un peu inhumain, en quelque sorte, dans les livres, et j'ai trouvé détestable en fait. Et je me souviens, le seul moment, alors j'ai pas du tout... normalement je suis très émotive, très émotive, j'ai très sensible, oui c'est le cas, et lors de certaines scènes, quand je les lis et quand je les regarde, surtout quand je les regarde, non, mais quand je les lis aussi, je pleure. Voilà, ça m'est déjà arrivé de pleurer au cinéma, voilà, ça m'arrive régulièrement de pleurer devant mon écran et de pleurer quand je lis. Et notamment donc, pour la mort de l'abbé Faria et pour d'autres scènes. Mince, je sais plus. Oui, une autre scène du film. Je vous ai dit, hein, tout était un spoiler là, hein, pour le film aussi. Et donc l'autre scène du film qui aurait pu en fait peut-être me... Enfin ça m'a touchée mais j'ai pas pleuré, c'était pas à ce point là. C'est la mort d'André parce que c'était très triste, hein, avouons-le. Et en fait je n'ai pas réussi à pleurer. Et surtout le seul moment où j'ai eu envie de pleurer c'est quand j'ai quitté le cinéma. Il y a une espèce de vague de nostalgie qui m'a pris et je me suis dit mais mon dieu, mais j'ai l'impression de laisser Edmond dans la salle et qu'il est seul et qu'il n'est pas lui-même. Et j'étais vraiment... Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé que Enfin, je sais pas si c'est très cohérent et si je passe pas un petit peu pour une tarée, mais vraiment le personnage d'Edmond je l'ai pas retrouvé en fait dans ce film et j'ai trouvé ça tellement triste, mais tellement triste. J'ai trouvé que ça lui rendait pas hommage et... Oui, j'ai trouvé en fait qu'il n'était pas l'Edmond qu'on apprend à aimer pendant des centaines de pages. Là on a par exemple des encarts qui nous disent que le temps a passé. Donc on nous dit par exemple qu'on est en 1818 au début, 1815 pardon. On nous dit qu'on est en 1815 au début, on nous dit qu'il passe... je crois qu'on nous parle de 4 ans d'abord, puis de 10 ans. En gros, on comprend en fait qu'Edmond passe 14 ans en prison, mais on n'a pas... J'ai l'impression qu'on n'a plus la pesanteur de ces années de prison, parce qu'on a juste des cartouches. Et oui, c'est compliqué forcément de faire passer cette pesanteur avec 3 heures de film seulement, mais oui, du coup, il y a beaucoup de mes passages préférés du livre en fait qui sont passés à la trappe. Et notamment les passages en prison. Et toute la relation construite entre l'abbé et Edmond, du coup, qui passe beaucoup plus vite. Cette mort aussi qui arrive trop vite parce que du coup on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages. Et ça j'en ai aussi parlé avec plusieurs amis qui me disaient qu'effectivement les personnages, on n'arrive pas à s'attacher suffisamment à eux parce que il n'y a pas assez de temps en fait pour s'attacher à eux. Parce que là on a l'impression de passer des années avec eux et on passe seulement 3 heures. Alors certes, les 3 heures par contre elles passent super vite et c'est très fluide, mais ouais, pas le temps de s'attacher suffisamment aux personnages. Mais alors le gros problème pour moi, ce qui vraiment ne va pas du tout, ce qui fait que je n'aime pas le film en fait, c'est que Edmond nous explique tout, alors qu'en tant que lecteur, quand on lit le Comte de Monte Cristo, on n'est pas dans les coulisses de la vengeance. On est en tant que spectateur dans des scènes où on se rend compte qu'on est en train d'assister à une des pièces du puzzle qui est en train d'assembler Edmond, mais il va pas nous dire je dois me venger comme Pierre Ninet le fait plusieurs fois en jouant Edmond. Il faut que je me venge, ce genre de choses. On ne voit jamais ça, on voit pas les moments où il va engager des gens. On voit pas non plus, par exemple, Haïdé n'est pas au courant de tout ce qui se passe. André, qui ne s'appelle pas André dans le livre, il s'appelle Andrea. Enfin non, même pas, il a un nom, carrément. Donc bref, André qui n'est pas André. André n'est jamais non plus engagé par le comte. En fait, le comte est tout à fait seul dans sa vengeance et on n'a jamais ce côté coulisses de théâtre que j'ai vraiment pas du tout aimé. Et c'était esthétique, hein, c'était intéressant comme approche. Et je sais que beaucoup de gens ont apprécié ça. Moi j'ai détesté parce que j'ai trouvé que c'était pas du tout ce qu'avait convié Enfin, c'est pas du tout ce qu'avait mis en place Alexandre Dumas dans le Comte de Monte Cristo. Vraiment, comme je vous dis, nous on est spectateurs de la scène et on vit la scène comme les personnages. Simplement, nous, on a déjà rencontré Edmond, on sait déjà ce qui s'est passé avant, et donc on sait ce qui se passe concrètement dans cette scène. Par exemple, quand Edmond se déguise, alors dans le film ils l'ont fait aussi, quand il se déguise en abbé, on ne sait pas tout de suite que c'est Edmond. Alors bon, j'avais lu le livre donc je savais. Pour ceux qui sont un peu physionomistes, ils ont reconnu Pierre Ninet. Pour d'autres, non. Et c'est au moment où il enlève son masque qu'on se rend compte que c'est lui. Mais dans le livre, on nous explique pas que c'est lui. On s'en rend compte parce que il fait des choses où on glisse une phrase qui fait qu'on sait que c'est lui. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement subtil et c'était tellement bien. Et du coup, voilà, c'est ce côté-là vraiment que j'ai pas du tout aimé. Parce que tout est répété, tout est théâtralisé.
Et oui, voilà, j'ai pas du tout. Et en fait dans le livre, oui, il est seul à tout savoir, ce qui le rend presque surnaturel, presque surhumain, mystérieux et proche aussi du divin qu'il pense représenter. Et donc voilà, c'était... voilà. Et j'ai aussi détesté la fin. Ouais. Parce que du coup, à la fin du roman... alors non, ça c'est la chronologie. À la fin du roman, on a des personnages en fait qui n'existent pas dans le film. C'est pour ça, je pense, que c'est comme ça qu'a été faite la fin du film. Mais en fait, dans le roman, on est avec Valentine et Maximilien, qui ne sont donc pas des personnages qui se trouvent dans le film, ce que j'ai trouvé vraiment dommage parce que Maximilien est un des meilleurs personnages du roman. Et donc, il trouve une lettre du comte qui a écrit à Maximilien, et cette lettre finit par attendre et espérer. Et j'ai trouvé ça assez beau parce que du coup on comprend que éventuellement l'histoire n'est pas finie. Bon alors Alexandre Dumas n'a jamais écrit de suite, hein. Il y a des gens qui ont écrit des suites mais lui il ne l'a jamais fait. Et on comprend qu'en fait Maximilien et Valentine vont peut-être retrouver le comte à d'autres moments de leur vie. Et donc ça j'ai trouvé ça super beau parce que je me suis dit voilà il est parti pour enfin se libérer de sa vengeance, il est enfin libéré de sa vengeance. Et donc il peut enfin vivre sa vie, en fait vivre une vie qu'il n'a jamais vécue du coup, à part pendant les 20 pendant les quelques premières années de sa vie, on va dire. Mais là, il peut enfin vivre, ça y est. Et j'ai trouvé ça beau d'imaginer qu'il allait un jour retrouver Valentine et Maximilien. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Par contre, dans le film, du coup, c'est à Mercedes qui s'adresse, et ça, j'ai pas du tout apprécié. Puisqu'en gros, dans le livre, Edmond renonce à Mercedes, puisque Mercedes l'a... Oui, il a trahi, et du coup... il est avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, bon, alors, par contre, oui. Bon, là je suis d'accord avec une amie à qui on a parlé. Donc je vais directement passer à la fin de mon analyse. La romance Albert Haïdé. Alors, moi j'ai pas aimé cette romance quand je l'ai regardée parce que j'ai trouvé qu'elle était très convenue et bon, elle est pas dans le livre. Mais surtout, oui, elle est très convenue. Mais c'est sans doute peut-être mieux que ce qui se passe effectivement dans le roman. Puisque dans le roman, c'est le conte qui finit avec Haïdé. Donc je voulais parler de cette espèce de relation semi-incestueuse assez... Voilà, assez spécial. Malsaine, je sais pas, chacun son avis, mais bon, c'est... Voilà. C'est un des points à la fin que... Bon, j'ai pas spécialement apprécié. Mais donc j'ai pas trop aimé cette romance, mais j'ai adoré par contre quelques ajouts en lien avec cette romance, notamment la lettre qu'écrit Albert à Haïdé, qui n'est pas du tout dans le livre du coup, et que j'ai trouvé vraiment très très belle, très poétique, que j'ai adoré du coup entendre dans la salle. Avec, alors je sais pas les mots exacts parce que je n'ai pas écrit à ce moment-là, mais c'était quelque chose du style je ne parlerai à personne, je n'écouterai personne pour qu'aucun de vos mots ne m'échappe, et c'était vraiment très beau. Voilà, donc ça, bon, ok. C'est vrai que c'est peut-être plus sain qu'Haïdé finisse avec Albert plutôt qu'avec le comte. Voilà, mais bon, j'aurais aimé qu'il finisse seul en fait, moi, mais seul mais heureux. Alors j'ai quand même aimé pas mal de scènes, hein. J'ai aimé par exemple la découverte du trésor, ça c'est une des scènes que je trouve les plus incroyables. Elle était tellement géniale cette scène, j'ai adoré. Surtout le fait que la torche tombe au ralenti, oui, elle atterrit au ralenti, et on a la musique qui explose, et on a cette espèce de caverne qui apparaît avec un petit peu, pas une référence, je sais pas si c'est une référence, mais moi ça m'y a fait penser, et Mathieu aussi, une possible référence à Indiana Jones. C'était génial, vraiment ça c'était top. D'ailleurs toute cette partie en fait sur l'île était vraiment bien. Bon alors il y a l'ajout aussi des Templiers, j'ai trouvé ça super intelligent, c'est pas dans le livre mais j'ai bien aimé parce que c'était sympa, mais c'est pas dans le livre. J'ai aussi beaucoup aimé, alors j'ai aimé la scène de la mort de l'abbé, même si bon du coup la relation n'avait pas suffisamment été creusée pour moi et l'abbé n'apparaissait pas assez longtemps pour qu'on s'attache à lui. Bouche qui refuse de partir. Mais j'ai aimé cette scène, qui aurait pu me faire pleurer. D'ailleurs la musique manquait de me faire pleurer mais pas les scènes. Je sais pas si c'est très clair. Et aussi une des scènes, alors notre scène préférée avec Mathieu c'est la scène du dîner. Alors cette scène elle était incroyable, géniale, cette scène parfait, vraiment trop bien. Et autre scène que j'ai adorée, la scène de l'évasion. Alors elle est pas du tout comme dans le livre, mais j'ai trouvé qu'elle marchait super bien. Surtout j'ai été complètement prise par cette scène alors que j'avais déjà lu le livre, c'est à dire je savais ce qui allait se passer et pourtant j'étais quand même dans le truc. Donc là vraiment c'était une super scène bien rythmée et vraiment ça c'était top, ça c'était vraiment top. Ce qui m'a moins plu, du coup les personnages manquants comme je vous l'ai dit, hein, tous les morels,
C'est-à-dire qu'on a une première scène avec Morel et Maximilien qui est ici et son petit-fils. Et moi je m'attendais du coup à ce qu'on retrouve Maximilien après. En fait non, les Morel disparaissent après coup, ce que je trouve vraiment dommage parce que c'est des personnages que j'adore et surtout Maximilien. Et Valentine du coup qui n'est pas là non plus. Donc ça efface toute une partie de l'intrigue. J'ai trouvé aussi extrêmement dommage que Jenny soit très très fade. Alors que c'est le seul personnage féminin à poigne dans le roman. Victoria Danglars était aussi intéressante comme personnage, mais... Spoiler. Elle est... Enfin, c'est une femme corrompue, on nous l'explique dans le roman, et sa fin est assez triste quand même. Enfin, c'est... Elle meurt pas, mais... Mais bon, c'est... On va dire qu'elle prenait des amants et que ses amants se sont complètement joués d'elle. Les deux d'ailleurs. L'un lui a fait croire que son enfant était mort alors qu'il allait l'assassiner, ce qu'il n'a pas pu faire, mais quand même. Et l'autre lui dit non mais madame, je crois qu'il lui parle d'argent. Et elle est là, mais je vous parle de nous là. Et lui, il comprend pas en fait. Parce que pour lui, c'était pas une relation, c'était du jeu quoi. Donc voilà, pauvre. Mais oui, Eugénie était le seul personnage féminin intéressant. Et là, elle est ouais, très très fade, je trouve. Autre chose qui m'a gênée, la fin pour tous les personnages est changée. Ce qui les rend assez différents. Et en fait, j'ai trouvé que c'était dommage parce que le roman a une trajectoire particulière. Et en fait, tous les personnages, c'est comme si en fait Edmond aller déclencher quelque chose et c'est eux-mêmes qui s'auto-conduisent à leur propre fin en fait. C'est leur propre vice qui les pousse jusqu'à la fin du roman. Pour moi en tout cas. C'est ce qui m'a semblé. Par exemple, prenons l'exemple de qui? De Fernand. Fernand, il a trahi Edmond et il va trahir Ali Pacha. Il va ensuite gagner une réputation, il va changer de nom et devenir un noble et il est... C'est effectivement Edmond qui va réunir Haïdé et Albert. Haïdé qui va raconter la mort de son père à Albert qui n'a pas le droit de lui dire son nom de famille. Ça va déclencher tout le côté duel avec Albert, tout ça. Mercedes qui va devoir sauver la situation. Mais c'est Fernand et son côté traître qui vont déclencher tout ça. C'est sa faute à lui en fait, ce qui s'est passé. Pas la faute d'Edmond, en fin de compte. Si on analyse un petit peu. Et c'est juste que Edmond va parvenir à rétablir la réalité. Par contre, je suis d'accord avec Albert que le conte manipule évidemment tout le monde. Mais les personnages, Danglars, Villefort et Fernand, sont des personnages assez... Surtout Danglars, nauséabond mais à un point. C'est peut-être pas le meilleur exemple du coup, Fernand. Mais pour Danglars et Villefort, je trouve que ça fonctionne bien. Et Villefort par exemple, il est complètement aveuglé parce qu'il se passe... Enfin, comme je vous l'ai dit hein, dans le livre, il se pense l'incarnation de la justice et il se rend même pas compte que près de lui il y a une criminelle. Dans le film c'est un peu différent puisqu'il va jusqu'à prostituer sa sœur qui n'existe pas dans le livre. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage aussi, puisque ça je l'ai noté aussi. J'ai trouvé dommage qu'en fait Valentine n'existe pas, mais surtout le père de Villefort n'existe pas, puisque c'était Monsieur Noirtier en fait qui était le destinataire de la lettre que portait Edmond, et pas du tout Angèle du coup qui n'existait pas. Et j'ai trouvé ça dommage, j'ai pas trop compris pourquoi on avait ajouté. Surtout j'ai trouvé que la relation dans le livre entre Noirtier et sa petite fille était vraiment très belle. Et c'était une relation un peu différente, enfin je sais pas. Moi j'ai trouvé beau cette relation entre un vieil homme paralysé qui ne peut parler qu'avec ses yeux. Ce qui doit être peut-être difficile à rendre au cinéma, mais moi j'ai trouvé en papier très belle. Avec cette jeune fille qui est voilà, un petit peu agaçante. Mais j'ai trouvé cette relation très belle, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Oui, donc moi j'ai trouvé en fait que Edmond dans le livre ne fait en fait concrètement rien. Si, il réunit des personnes qui vont faire en sorte que tout explose. Mais c'est pas lui qui va concrètement dénoncer ces hommes, c'est pas lui qui va dire lui a fait ça, lui a fait ci. C'est vraiment il met en relation des Danglars, Villefort et Fernand avec des gens qui sont capables de les reconnaître et donc de les de dire en fait ce qu'ils ont fait, les crimes qu'ils ont commis. Donc moi j'ai trouvé qu'ils mettaient juste en place, juste en marche la machine qui allait les broyer en fait. Du coup j'ai trouvé que le film dénaturait un petit peu les personnages. Et donc leur trajectoire qui était très très savamment orchestrée par l'auteur. Voilà. Notamment en fait je pense que mon arc préféré, mais c'est très bizarre. Mes passages préférés c'était avec les Villefort. Parce que je trouve que la vengeance d'Edmond est... Alors je pense qu'il voulait pas, enfin on nous le dit dans le roman, qu'il voulait pas aller jusque là,
Mais elle est tellement cruelle, tellement horrible et tellement complète, cette vengeance contre Villefort, que qu'elle est parfaite en fait. Et du coup, j'ai été un peu déçue de voir ça dans le film. Surtout dans le roman, dans le film, Edmond explique que ce serait trop facile de les tuer. Et André ne l'écoute pas et tue son père. Mais moi aussi, enfin je suis... Alors c'est pas que je suis tout à fait d'accord avec Edmond, mais il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, peut-être, avant. Je sais pas, après c'est sur des... Ça c'est toute une réflexion éventuellement philosophique sur la justice, tout ça, mais après c'est autre chose. Alors il y a des scènes qui n'ont pas été adaptées, comme les catacombes de Rome qui auraient été incroyables. Je trouve qu'il n'y a pas cette scène en mer aussi. Alors il y a comme je vous l'ai dit, cette scène incroyable où le pharaon entre dans le port de Marseille, que j'ai trouvé vraiment très très belle. Mais en fait il n'y a pas beaucoup d'autres scènes, hein. Il y a aussi la scène de l'île, mais voilà, j'aurais bien aimé voir plus de scènes en mer. J'aurais aussi aimé voir la scène d'arrivée d'Edmond au château d'If, parce que dans le roman on sent la terreur qui le prend en fait quand il voit la prison et il tente de s'échapper, et j'aurais bien aimé voir cette scène adaptée parce que je pense qu'elle aurait pu l'être de manière assez courte, et j'aurais bien aimé voir ça parce que j'ai l'impression que cette scène a été remplacée par celle où Edmond est traîné par les gardes, enfin il est frappé par un garde ayant par le geôlier, et il est traîné ensuite par les gardes, et c'est vrai qu'elle était très esthétique cette scène et qu'elle était très belle, mais du coup j'aurais aimé voir aussi cette arrivée au château d'If, puisque c'est dans le roman, on comprend qu'en fait c'est super impressionnant pour lui de voir cette prison légendaire et de comprendre qu'en fait il va être enfermé là jusqu'à la fin de sa vie. Donc je vous ai dit qu'il y avait des pans complets qui étaient enlevés, je comprends évidemment, mais j'ai trouvé ça forcément dommage puisque c'était une des mes parties préférées du roman, notamment tous les empoisonnements chez Villefort, j'avais trouvé ça trop bien. La relation dont je vous ai parlé, je vous ai parlé d'Edmond du coup qui est complètement inhumain ici. Moi j'ai trouvé personnellement, dans le livre, enfin comme je vous l'ai dit, hein, Edmond doute, mais il est la foi. Dans le film, on a quand même une scène où, où il rentre dans une église et où il dit t'as pas fait ton travail donc je vais faire à ta place. Pour moi ça colle pas du tout avec le personnage d'Edmond. Et on a plus tard une scène où il se dit le bras de la Providence, mais du coup c'est pas très cohérent pour moi en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé qu'Edmond était vraiment inhumain en fait dans ce film. Il était vraiment représenté comme quelqu'un qui était très peu sensible. Il fait en fait assez peu le bien, parce que du coup tous les passages où il faisait le bien, où il tentait de le faire, par exemple avec Cadrousse, qui alors, dans le film il essaie et en fait il peut pas le faire parce que Cadrousse refuse son diamant. Dans le livre il l'accepte et il y a toute une trame, enfin toute une intrigue à ce sujet, mais surtout dans le livre il aide les Morel et c'est pas ce qui se passe dans le film. Et du coup on a toute une partie alors pas de la vengeance parce que c'est pas une vengeance, mais il y a toute une partie de l'intrigue où Edmond fait quand même le bien qui est complètement effacée du film, et donc on a que la vengeance en fait. Donc on se concentre que sur le côté négatif de la richesse d'Edmond, alors qu'il utilise quand même une partie de sa richesse pour aider des gens qui l'ont aidé. Donc bon, voilà, enfin, ça aussi qui me paraît un peu inhumain. Oui, j'ai noté que c'était une sorte d'ange vengeur ou de démon, hein, puisque je vous ai dit qu'il défiait Dieu dans une église, ce qui n'était pas le cas dans le roman où il reste pieux et où il pense que Dieu lui a envoyé ses épreuves pour prouver en fait sa valeur et se faire son bras armé, donc devenir une figure carrément de la Providence. Je vous ai parlé dans le roman du côté vampire. J'ai trouvé que dans le film était très très exploité, notamment avec les tenues du comte en cuir, le côté oui, le titre de comte évidemment, ça je vous l'ai dit, le comte Dracula apparaît après, donc enfin le vrai Dracula a vécu avant, mais le comte Dracula en tant que vampire dans l'œuvre de Bram Stoker apparaît après, puisqu'il apparaît en 1897, donc voilà. Mais peut-être que le film y fait référence. On a d'ailleurs à un moment donné dans une chanson d'Haïdé, ça m'a marqué, alors je sais pas si j'ai bien entendu, hein, mais ça m'a marqué, j'ai vraiment l'impression de l'avoir entendu. Haïdé dans sa chanson, quand on l'entend dans le film, elle dit Dracul en fait. Et je pense d'ailleurs, il me semble, hein, j'ai lu un article à ce sujet, je pense qu'elle parle roumain. Parce qu'effectivement, Haïdé, du coup, ici, enfin, l'actrice qui joue Haïdé est franco-roumaine, et donc il me semble qu'elle parle roumain. Et là aussi, ça m'a un peu dérangée parce que, je vous l'ai dit, pour moi, l'Haïdé d'Alexandre Dumas est pour moi une princesse orientale très très stéréotypée. Alors c'est très bien de ne pas l'avoir stéréotypée comme dans le livre, mais du coup, voilà, c'était pas l'idée que je m'attendais à voir. Et voilà.
voilà, voilà. Alors j'ai vu souvent, enfin j'ai vu beaucoup dans certains articles que j'ai lus, ou que j'ai effleuré, que dans le film elle avait beaucoup plus un rôle actif, tout ça. C'est vrai, mais par exemple il y a tout le passage où elle raconte la mort de son père qui a été complètement viré. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était un passage que j'avais beaucoup aimé. Et j'aurais aimé le voir à l'écran, du coup j'aurais aimé qu'on voit à travers les yeux d'Hailey ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça aurait été sympa. Et parce qu'on voit une scène très très brève, genre un flashback, mais on voit pas la scène telle qu'elle me la raconte dans le livre. Et voilà, et puis son père est ottoman. Alors, je sais plus exactement de quel pays très précis, mais il est ottoman. Et sa mère était une esclave grecque. Et du coup, voilà, je n'imaginais vraiment pas parler roumain, quoi. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment apprécié le film, surtout, mais surtout, parce qu'on était dans les coulisses de la vengeance et que c'était pas du tout le cas dans le livre. Et aussi parce que bon, il y a tout un tas de choses qui changent, notamment la fin des personnages sur lesquels se venge Edmond. Alors il y a juste un personnage où j'ai... Alors, il y a un personnage contre lequel se venge Edmond dans le livre, et où je me suis dit que c'était pas suffisant. Et c'est, on va dire, réparé dans le film, c'est Danglars. Parce que dans le livre, j'ai trouvé que c'était léger. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, hein, dans l'analyse plutôt du livre, en fait Danglars est assez peu... on peut pas vraiment blesser Danglars, parce qu'il est... il est tellement focalisé sur son argent et sur sa réputation que c'est difficile de le blesser au même titre que Fernand qui tient à son honneur, ou en tout cas à l'apparence de son honneur, ou à Villefort qui tient à sa réputation, et qui tient quand même à certaines personnes hein, dans sa vie. Enfin, je veux dire, il aime sa fille profondément, ça se voit. Et du coup c'est difficile en fait de blesser et de se venger de Danglars. Et moi j'avais trouvé que dans le livre, c'était pas suffisant. Enfin, je veux dire, Fernand meurt, Villefort a perdu sa fille, il a perdu sa femme, il a perdu son fils, son père est parti, il est seul, entièrement seul, sa réputation sa réputation de juge est ruinée à tout jamais. Et on a Danglars qui est enfermé une journée, je crois que oui, c'est une journée ou même quelques heures, dans les catacombes de Paris. Non, pas de Paris, de Rome, je dis n'importe quoi. Ouais, je crois qu'il est enfermé dans les catacombes de Rome, et c'est tout. Et donc Edmond arrive pour le libérer et il dit non mais laissez-le partir, c'est bon, je me suis assez vengée. Mais attends, mais Fernand est mort et Villefort est foutu. Qu'est-ce que tu fais? Certes, Danglars est ruiné. Et c'était l'argent auquel il tenait le plus dans sa vie. Mais c'est pas suffisant ça. Et du coup j'ai trouvé que dans le film, là la vengeance contre Danglars était vachement plus forte, je trouve. Ça j'ai bien aimé. Ce côté vachement plus... Oui, vachement plus fort de la vengeance contre Danglars. J'ai surtout beaucoup aimé la reprise de la phrase qu'il y avait au tout début du film, ça c'était bien pensé et j'avais beaucoup aimé ça. En revanche, j'ai beaucoup moins aimé le fait que Victoria, du coup, dans le livre, en fait, s'en sort beaucoup mieux puisqu'elle a mis de côté, enfin, à un moment donné, le comte lui fait la suggestion que peut-être il faudrait qu'elle se constitue un petit pécule parce que bon, son mari aime beaucoup parier son argent et qu'il est possible qu'un jour il perde de l'argent. Et donc il lui avait dit non mais constituez quand même un petit pécule pour vous en sortir si jamais lui ne s'en sort pas. Et dans le livre elle y arrive, même si comme je vous l'ai dit, bon sa fin est pas ouf, mais au moins elle n'est pas ruinée comme son mari. Et dans le livre, enfin dans le film, elle partage la ruine de son mari. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage parce que la pauvre, concrètement Victoria elle a pas fait grand chose à part avoir pour amant Villefort et avoir un enfant qu'elle pensait mort et le retrouver en plein milieu d'un tribunal, se rendre compte que c'est son fils et voilà. Pas ouf. Donc voilà, que vous dire de plus? Ah oui, j'ai aussi, je vais quand même vous dire quelques petites choses que j'ai aimées dans le film. J'ai aimé que Villefort cite Cyrano à un moment donné, puisque l'acteur joue aussi Cyrano, je crois au théâtre, et du coup j'ai trouvé ça trop bien, parce qu'il cite une de mes répliques préférées, la réplique du c'est bien plus beau quand c'est inutile, ça c'était parfait. J'ai aimé quoi d'autre? J'ai aimé alors, les lieux sont pas les mêmes dans le film et dans le livre, notamment il y a plusieurs lieux qui disparaissent complètement du film. Par exemple, l'espèce de château souterrain du comte n'existe plus dans le film. J'aurais aimé voir à quoi ça ressemblait, ça devait être incroyable, mais je suppose que c'était trop compliqué à faire et puis que du coup ça a multiplié les lieux. Mais j'étais un petit peu déçue. Par contre, la maison du comte est incroyable et surtout elle mélange toutes les influences du comte où il nous dit en fait qu'il a voyagé un petit peu partout. Et donc on voit en fait un peu tout un tas de cultures mélangées en fait dans les différentes pièces de son château, c'était plutôt sympa. J'ai aimé la scène du duel avec Albert parce que j'ai aimé
c'est un petit peu complètement l'opposé de ce que je vous ai dit, mais dans le livre on nous dit pas, enfin non, plutôt dans le livre on nous dit exactement ce qui va se passer pour le duel, et on ne le vit pas. Alors que là dans le film on le vit, et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est-à-dire que dans le film en fait on nous explique que Albert a provoqué un duel Edmond. Il l'a provoqué d'ailleurs à l'opéra et j'ai trouvé ça dommage parce qu'on n'a aucune scène dans l'opéra et il y a plusieurs scènes dans le livre qui se passent à l'opéra, c'était vraiment sympa. Notamment une scène avec Hallyday qui reconnaît Fernand dans une loge et qui en est assez bouleversée parce que bon, c'est quand même le meurtrier de son père. Donc bon voilà, mais j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on ne voit pas ça. Mais donc il provoque Edmond en duel en lui balançant un gant au visage. Alors Morel essaie de le retenir et il ne parvient pas. Donc Edmond ramasse le gant et déclare qu'effectivement ils se retrouveront le lendemain à 8 h pour s'entretuer. Et on a donc Mercedes qui intercède pour son fils et elle comprend qu'Edmond a décidé du coup de mourir à la place d'Albert parce que on nous explique plusieurs fois dans le livre qu'Edmond est particulièrement doué pour tout ce qui est corps à corps, défense, combat, et notamment il est très doué avec des armes à feu, des épées et tout ça. Et donc enfin le duel c'est une mise à mort pour Albert, c'est sûr qu'il ne va pas réussir à vaincre Edmond. Donc Mercedes intercède en sa faveur, et dans le lit ça nous est montré grâce à une scène. Alors d'abord on a une scène avec des pistolets dans la demeure d'Edmond, ce que je trouve vraiment sympa, où on se rend compte en fait que il vaut mieux pas provoquer, donc c'est la défaite assurée. Et d'un autre côté du coup dans le livre, donc on nous montre ça dans le film. Et au moment du duel, en fait, on a vu Mercedes intercéder pour Edmond, on a compris qu'Edmond allait en gros se suicider, et quand on voit le duel, donc Edmond tire à côté d'Albert, ne le touche pas, il le fait exprès, hein, ça se voit dans la scène d'ailleurs qui est très bien faite, et au contraire, la scène s'arrête pile au moment où Albert lui tire, et dans le roman, on nous explique en fait que Albert vient. Il arrive en retard d'ailleurs. Et quand il arrive, il n'est pas du tout habillé pour le duel, il n'a pas pris ses témoins, il n'a pas ses armes, et il explique en fait qu'il renonce au duel parce que sa mère lui a tout expliqué. Et donc là, j'ai trouvé, alors c'était très bien, comme je vous dis, j'ai adoré le roman, mais j'ai trouvé que cette scène était vraiment belle à voir en fait dans le film, et que du coup, on avait plus de tension puisqu'on ne savait pas qui avait remporté le duel. Et ça, c'était sympa. J'ai pas trop aimé le duel de fin. Voilà. Surtout que dans le livre, il n'y a pas de duel. Mais je sais, j'arrête pas de revenir au livre, mais voilà, j'ai pas trop apprécié ce duel de fin. J'ai bien aimé par contre qu'il soit beaucoup moins conventionnel et beaucoup plus bourbeux que le premier duel, et que les duels qu'on imagine assez polis entre nobles. Ça, j'ai bien aimé que ce soit assez... voilà, assez poisseux, dirons-nous. Et j'ai aussi, alors, j'ai trouvé un peu dommage aussi dans ce duel, je l'ai à la fois bien aimé et pas trop, mais ce que j'ai trouvé dommage surtout dans ce duel, c'est que on voit la blessure de Fernand puisqu'il va perdre son cache en fait, et j'ai trouvé ça trop dommage qu'on ne le voit pas tomber, en fait qu'on ne voit pas Edmond lui arracher avec son épée, ou qu'on ne voit pas en fait le cache tomber pour nous révéler le visage de Fernand. Ça aurait été super comme scène, je pense. Et oui, et il y a la grosse question, comment Edmond survit au coup que lui a porté Fernand. Voilà, donc ça c'est encore la théorie vampire, je pense personnellement. Voilà. Que vous dire de plus? Je pense que j'apprécierais beaucoup plus un prochain visionnage, puisque je serai plus loin du livre et j'aurai déjà... enfin voilà, les points négatifs se seront peut-être dissipés, seront moins négatifs pour moi. Je pourrais peut-être l'apprécier en fait en tant qu'œuvre à part entière, parce que voir le film Le Comte de Monte Cristo en tant qu'adaptation juste après avoir lu le livre, c'est vraiment pas une bonne idée. Et j'ai émis l'hypothèse que peut-être j'aurais dû regarder le film avant et lire le livre après, mais non, je suis un petit peu toquée, et donc je préfère vraiment lire les œuvres. Enfin je veux dire, le livre est apparu avant. C'est logique que je le lise avant, plutôt que de regarder le film en premier. Je dis ça, mais je n'ai pas fait ça par exemple pour Le Seigneur des Anneaux, parce que je l'ai vu quand j'étais enfant, où je n'avais pas encore cette espèce de règle de lire le livre avant. Et donc j'ai adoré absolument les films. Et plus tard, quand j'étais un peu plus âgée, j'ai essayé de lire le livre. Alors, j'ai pas réussi au début, clairement. J'ai essayé de lire le tome 1 et je n'ai pas tout compris. Et j'y suis revenue après, et voilà, c'était génial. Donc j'adore le film et les livres, mais je préfère les films. Donc voilà, c'est vraiment une règle à laquelle je veux vraiment pas déroger, lire le livre avant et voir le film après. C'est surtout que j'aurais dû lire le livre avant, mais voir le film vachement plus tard. Pas quand j'aurais oublié le livre, mais au moins quand il n'avait pas... Enfin, quand il n'avait plus l'influence qu'il avait sur moi à ce moment-là. Voilà. Parce que vraiment, j'ai l'impression que ce livre m'a jeté un sort et que c'est compliqué après d'apprécier d'autres livres après. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était donc une très longue vidéo. J'espère que vous ne voulez pas, je ne veux pas vous heurter ni rien, je ne veux pas vous... Je ne veux pas que vous me haïssiez si vous avez adoré le film. Voilà, tout le monde peut adorer ce film. Voilà, chacun son avis. Je pense vraiment que je l'aurais beaucoup plus aimé si j'avais lu le livre il y a plus longtemps. C'est ma faute, j'aurais dû le lire en même temps que toute la team quand on a fait la lecture commune que je n'ai pas du tout suivi du coup. J'aurais dû le lire vachement plus tôt et j'aurais sans doute beaucoup plus apprécié le film. Parce que vraiment, enfin, je pense que même si j'avais lu le livre avant et que j'avais vu le film là, j'aurais sans doute vraiment beaucoup plus apprécié le film, mais je ne serais quand même pas passée outre le fait qu'on passe dans les coulisses de la vengeance. C'est vraiment cette chose-là qui m'a gênée. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui m'a vraiment beaucoup gênée. Mais du coup, comme c'est pour moi quelque chose de central dans le livre, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Si vous n'avez pas encore lu le livre, je vous le recommande. Il est vraiment très bien. Il est très fluide. Il est certes très long, mais il est vraiment très prenant. Je pense qu'il a détrôné The Writing Retreat et Catherine House dans ma liste des meilleurs livres de l'année. Parce qu'il est... oui, enfin, je suis encore avec ces personnages en fait. Edmond est vraiment un personnage vivant pour moi. Et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Puis c'était tellement aussi intelligent de la part de l'auteur de mettre en place petit à petit ces pièces. Enfin, un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs j'ai essayé de lire les Trois Mousquetaires récemment et je n'ai pas du tout réussi. Pas du tout réussi. Oui, d'ailleurs j'en ai pas du tout parlé, mais là dans le résumé du tome 2, que je ne vous conseille pas de lire si vous n'avez pas lu le tome 1 parce que bah, évidemment ça spoil. Mais dans le résumé du tome 2 on nous dit que c'est un roman de critique sociale et effectivement l'une des clés du roman c'est que des personnages sont parvenus en fait tout en haut de la société parisienne notamment et sont riches maintenant et sont considérés comme des gens honorables, nobles, etc. alors qu'ils ne le sont pas du tout. Alors que des gens vraiment honnêtes, eux, qui ont essayé de se débrouiller comme ils pouvaient, sont descendus en bas de l'échelle sociale et sont considérés comme des parias, des criminels, ce genre de choses. Donc on a vraiment une espèce d'injustice complète entre ceux qui sont malhonnêtes mais qui sont en haut de la société et ceux qui sont honnêtes mais tout en bas. Donc voilà. Voilà, maintenant j'arrête de parler, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que du coup, voilà, cette vidéo ne vous a pas énervé. Je me suis pas énervée d'ailleurs, hein. Je vous expose juste mes arguments et je pense que je revisionnerai le film beaucoup plus tard. Je répète, hein, c'est un beau film, la musique est incroyable, les acteurs sont bons, donc voilà, juste... J'étais encore trop dans le livre. C'est pour ça aussi que je pense que dans les prochaines comparaisons film-livre, bon déjà, enfin livre-film plutôt, par exemple, je pense pas que je vais relire Orgueil et Préjugés avant de regarder les adaptations, parce que je me souviens bien du roman, et j'ai pas envie d'avoir cette expérience encore une fois en fait. Ou alors il faudrait que je me mette dans un état d'esprit où vraiment je regarde l'adaptation, mais en gardant à l'esprit que, voilà, pas forcément fidèle et c'est pas grave. Alors c'est pas, et bien sûr c'est pas grave que le conte de Monte Cristo, le film, ne soit pas fidèle au roman, c'est juste qu'il y a, y a des scènes que j'aurais aimé voir, des personnages que j'aurais aimé voir, et voilà. Merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé, si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.